Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous le matin. Vous avez l'habitude de retrouver entre 8h30 et 9h notre invité politique, femme ou homme. Et ce matin, nous recevons Boris Vallaud, qui est député socialiste des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons aborder évidemment tous les sujets d'actualité. Je vais commencer avec cette marche initiée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, marche dimanche à Paris. Alors, avec les écologistes et les communistes, vous avez appelé à participer à cette marche de dimanche contre l'antisémitisme entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Marche civique pour un rassemblement qui ne sera pas politique, Boris Vallaud. Si j'ai bien compris. C'est une marche civique. C'est ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale, qui est à l'initiative de cette marche. Il vous aura pas échappé qu'elle est devenue un peu... je vais vous en parler. Je ne doute pas que vous allez y venir. Mais l'objet qu'il ne faut jamais perdre de vue, l'objet principal, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et le combat jamais achevé contre ce fléau mortel de la fraternité, de la République, du droit, de l'humanité. Ça, je veux le dire avec force, c'est-à-dire que dimanche, celles et ceux de nos compatriotes qui se joindront à cette marche, seront là pour ça, pour dire que ce n'est pas l'affaire des seuls Français de confession juive, que c'est notre affaire à tous, et que c'est dans cette commune humanité, dans le respect des principes qui nous fondent aussi comme République, comme démocratie, comme État de droit, que nous serons côte à côte. Oui, Boris Vallaud, unité nationale, fraternité, voilà les mots que vous employez, que d'autres emploient, mais que tout le monde n'emploie pas. Unité nationale, par exemple, vous dites nous allons organiser un cordon républicain, c'est-à-dire, nous ne voulons pas marcher avec le Rassemblement national, nous allons organiser un cordon républicain. Comment allez-vous procéder? Comment allez-vous faire? Vous allez défiler en tête, laisser le Rassemblement national derrière? D'abord dire que ce rassemblement contre l'antisémitisme, il est malheureusement rendu nécessaire par la réalité de l'antisémitisme. Oui. Vous avez comme moi observé, non mais disons-le quand même avec netteté, vous avez observé comme moi qu'il y a une explosion du nombre des actes antisémites. Évidemment récemment, mais au long cours, il y a une augmentation qui doit nous préoccuper. Donc l'antisémitisme, ça n'est pas une abstraction. Et il y a des partis qui, dans leur histoire, ont été du côté des antisémites. On n'a jamais combattu l'antisémitisme avec l'extrême droite, mais le plus souvent, depuis l'affaire Dreyfus, contre elle. Cet héritage, il est celui du Rassemblement national qui ne s'en départit pas, si j'en crois à son président, qui doutait que Jean-Marie Le Pen fut antisémite, alors qu'il a été à de nombreuses reprises condamné pour cela. Et quand on n'est pas capable de reconnaître un antisémite, c'est que je ne suis pas certain qu'on soit capable de reconnaître ce qu'est l'antisémitisme. Mais Marine Le Pen a rompu avec son père sur ce sujet. Écoutez, je n'en suis pas tout à fait certain. Elle racontait, je me souviens il y a quelques années, la relation de son père à la guerre et cette espèce de regard singulier qui était le sien, finalement, pour euphémiser ce qui avait été ses propos. Je crois qu'il faut le dire avec netteté. Alors, ce cordon républicain, c'est aussi de dire que il peut pas y avoir de faux nez sur ce sujet-là. Il est trop sérieux. C'est la position du Parti socialiste. Vous l'avez dit. J'ai entendu hier soir à la fois Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet qui ont dit eux-mêmes qu'ils ne défileraient pas avec le Rassemblement national. L'affaire est trop sérieuse pour, j'allais dire, instrumentaliser cette question de l'antisémitisme. Mais vous savez ce qu'il y a d'insupportable, et moi ce qui me révolte, et je veux revenir à ça, c'est qu'aujourd'hui on a des Français de confession juive. Moi j'ai des copains, j'ai des amis qui me disent on a la trouille. Je vais vous dire, ça m'est insupportable. Et ça doit nous être insupportable. Mais la trouille, oui, je comprends. Évidemment, nous l'entendons. Oui, nous entendons les témoignages. Et ça se transforme aussi en acte et parfois en passage à l'acte. Vous vous rendez compte quand même ce que ça signifie? Les Français ont peur. Les Français juifs ou les Juifs français. Moi, je me résous pas à ça. Oui, je crois que personne ne doit s'y résoudre. Mais de qui ont-ils peur? Est-ce que vous pensez qu'ils ont plus peur des militants d'extrême droite aujourd'hui ou du Rassemblement national que des islamistes, Boris Vallaud? Mais je crois qu'ils ont peur de tous les antisémites, quel que soit leur visage, quelle que soit leur façon de procéder. Je vais vous dire, malheureusement,
l'antisémitisme est une chose bien partagée. Et c'est pour ça qu'il faut la combattre et être vigilant en toute chose et en tout moment et en tout lieu de cette question-là. Mais enfin, je ne sais pas si vous, enfin, j'imagine comme vous, on peut être que révolté, révulsé par l'augmentation de ces actes d'antisémitisme. Et je veux dire, on se dit, mais de quoi l'histoire nous instruit ? De quoi l'histoire nous instruit, nom de Dieu ? Mais alors, ce cordon républicain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous considérez le Rassemblement national comme un parti qui n'est pas républicain ? Je dis que c'est un parti qui n'a pas réglé le sujet députés, 11 millions de voix aux élections, ce n'est pas républicain ? Et vous savez, j'ai toujours distingué les électeurs du Rassemblement national, j'en ai dans ma circonscription. D'ailleurs, certains qui ensuite ont voté pour moi, qui ne sont pas racistes et antisémites, qui ont voté pour d'autres sujets. Mais les dirigeants, Monsieur Bardella, vous l'avez entendu comme moi, il y a quelques jours, dire « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était un antisémite ». Ça veut dire que le chef de ce parti n'est pas capable de reconnaître un antisémite reconnu par la justice comme tel à plusieurs reprises. Et je doute qu'il soit capable de reconnaître ce qu'est l'antisémitisme en tant que tel. Et donc, oui, il y a un problème. Et nous le disons, parce qu'il faut être sans ambiguïté sur ce sujet. Vous savez, pour ce qui est de la gauche, pour ce qui est du Parti socialiste dans l'histoire de Jean Jaurès, qui fait partie de nos grandes figures au moment de l'affaire Dreyfus, c'est cette clarté qui doit être portée. Et moi, je veux que dimanche, celles et ceux qui seront là, et même ceux qui ne pourront pas y être, mais qui seront chez eux, conscients de la gravité de ça, est un moment de réflexion sur ce que nous sommes comme nation, sur ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble dans la diversité de nos croyances, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Tout ça, c'est important. Mais moi j'appelle les Françaises et les Français, au-delà des considérations politiques, à la concorde et la fraternité. Boris Vallaud, tout le monde a envie de cette concorde et de cette fraternité. J'en suis pas toujours certain. Mais pardon, elle ne s'exprime pas, on ne la voit pas. Je me mets à la place des Français. Dimanche, cette marche, oui, vous appelez à la marche, d'autres appellent à la marche, oui, mais d'autres n'iront pas. Je vais y venir. La France insoumise qui n'ira pas marcher. Le Rassemblement national qui est un peu mis de côté. Mais attendez, dans l'histoire, où est la fraternité ? Pourquoi la fraternité, elle est d'abord dans la. Tout le monde ne vient pas défiler. Elle est d'abord dans la clarté. Monsieur Bourdin, elle est d'abord dans la clarté. Il n'y a pas de possibilité de faire des compromis. Il n'y a pas du bon ou du mauvais antisémitisme. Il y a l'antisémitisme qui nous fait vomir. Voilà, il n'y a que ça à dire aujourd'hui. Et ça peut pas être l'affaire. Ça peut pas être l'affaire seulement des Français de confession juive. C'est pour ça que il faut y aller en masse, parce que c'est l'affaire de tous. Et dans l'histoire, nous l'avons éprouvé. Quand on ne s'est pas préoccupé de ça. À la NUPES, vous avez voté avec le RN contre les retraites. Est-ce que quoi, pardon ? Est-ce que vous avez voté à l'Assemblée nationale avec le RN contre les retraites ? Et nous sommes battus, je crois que ça ne vous a pas échappé, que toute la gauche s'est battue contre cette réforme des retraites. Oui, mais est-ce que lors... Si la question que vous me posez, c'est est-ce que nous maintenons un front républicain, un cordon républicain contre l'extrême droite ? Je vous dis sincèrement, oui, parce que en réalité, à la fin des fins, les victimes de l'extrême droite a voté avec l'extrême droite. Ah non, je ne crois pas. À l'Assemblée nationale, nous n'avons pas voté. LFI n'a jamais voté. Non, nous n'avons pas voté. Ni LFI. LFI n'a jamais voté de motion de censure du Rassemblement national. Non, jamais. Non. Vous pouvez le vérifier. C'est d'abord parce que nous avons déposé la nôtre. En revanche. Le Rassemblement national a voté avec LFI. Nous sommes faits de ça parce que LFI a accepté le vote du Rassemblement national. Mais chacun est propriétaire de ses votes. Moi, je sais ce que je fais de ma voix dans l'hémicycle. Je ne sais pas ce que font les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, à gauche, dans la diversité de ce que nous sommes, avec nos désaccords qui ne voudront pas échapper, depuis le premier jour, nous avons dit que nous ne mêlerions pas dans quelque urne que ce soit, notre voix avec celle du Rassemblement national. C'est pour ça que nous n'avons pas participé de la désignation de leurs membres dans les instances de l'Assemblée. La France insoumise ne participera pas à cette marche. Vous comprenez ? Moi, je pense que la place de la gauche, c'est dans une manifestation qui dénonce l'antisémitisme. Voilà. Toute la gauche. Oui, je crois que quand notre combat... LFI s'exclut. Je pense que oui. Alors LFI, en tout cas, j'ai entendu ses dirigeants. J'entends aussi par ailleurs que d'autres membres de la France insoumise se posent la question de leur participation à cette manifestation. Certains participeront à des rassemblements, je crois, ailleurs, d'après ce que j'ai compris, notamment, je crois, François Ruffin. Mais on peut pas laisser, précisément, je reviens au débat initial. On peut pas laisser ce rassemblement, j'allais dire, au faux nez de... Boris Vallaud, vous n'aviez pas
défilé, c'était en 2019, contre l'islamophobie. Le Parti socialiste n'avait pas défilé. Cette manifestation, un certain nombre d'organisations, en effet, qui étaient ambiguës dans leurs attitudes et leurs propos, nous en avaient dissuadés. LFI avait défilé contre l'islamophobie, ne défile pas contre l'antisémitisme. Boris Vallaud, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon pour avoir votre commentaire. Dimanche, manif de l'arc républicain, du RN à la Macronie de Braun-Pivet. D'ailleurs, au passage, je remarque qu'il ne parle que de Braun-Pivet et non pas aussi de Gérard Larcher. Il y a peut-être une ambiguïté là, sous prétexte d'antisémitisme. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Comment écoutez-vous ce qu'a dit, je la réprouve absolument cette position. Je le dis avec netteté, et la meilleure des preuves, c'est que nous serons, nous, socialistes, dans cette manifestation. Je crois aussi que nous devons nous garder d'essentialiser le conflit aujourd'hui et l'importer chez nous, en considérant que ce qui est un conflit historique, territorial, serait un conflit entre juifs et musulmans en France. Non, nous sommes un pays qui précisément permet la diversité des croyances, permet le libre exercice du culte, permet de croire ou de ne pas croire. C'est ça la force de notre République, de nos principes républicains, de la laïcité. C'est des règles de vie en commun dont je ne connais pas en réalité de meilleures règles. Ça veut dire qu'elle s'exclut de ces règles de vie en commun ? En tout cas, il s'exclut de cette manifestation, et je le regrette. Je pense que quand on combat l'antisémitisme, il ne faut jamais rater une occasion de le faire, et qu'il ne faut pas confondre les choses. Voilà, je le dis Donc, il s'exclut. Donc le parti s'exclut, Jean-Luc Mélenchon s'exclut de la règle républicaine. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, il s'est exclu de cette manifestation en refusant d'y participer. Voilà, je ne me faites pas dire autre chose. Et la NUPES ? Oui, bien. Est-ce qu'il s'exclut de la NUPES ? Écoutez, il ne vous aura pas échappé que nous avons eu quelques... C'est terminé, Fabien Roussel. La NUPES, c'est terminé. Il ne vous aura pas échappé. Je crois que l'union de la gauche, ça ne peut pas être terminé. Parce que nous avons besoin de construire une alternative. Le constat que nous avons fait, en effet, sous les coups de boutoir de Jean-Luc Mélenchon, qui disait « faites mieux », mais qui d'une certaine manière empêche de faire mieux, nous n'étions pas en train de construire une alternative. Dans un contexte où les Françaises et les Français, j'aimerais bien qu'on puisse y venir, ont des vies difficiles, des vies invivables pour beaucoup. Et donc, ce qui doit nous préoccuper, c'est ça, avant que ce soit des bisbilles, des bagarres, de l'invective. Et nous avons eu des désaccords stratégiques, nous avons eu des désaccords, ça vous aura pas échappé, sur la qualification des attaques terroristes du Hamas, qui est un mouvement terroriste, y compris sur votre antenne. Oui. Donc, nous le disons. Mais cette union de la gauche, nous avons besoin, évidemment, de la cultiver. Nous avons besoin de la NUPES, c'est terminé ou pas ? Elle est, pour ce qui nous concerne, dans un certain nombre de nos travaux, elle est suspendue. Suspendue à la clarification. Ça ne veut pas dire terminée. Ça veut dire que l'union de la gauche reste une nécessité. Mais que nous devons la construire sur des bases. Roussel le dit, il dit la NUPES, c'est terminé. Il vous aura échappé que je suis au Parti Socialiste, je ne suis pas au Parti communiste. Non, mais je suis d'accord. Donc vous demanderez à Fabien Roussel ce qu'il entend. Donc pour lui, c'est terminé. Pour vous, ce n'est pas terminé. Moi, je dis que dans les conditions dans lesquelles ça a fonctionné ces derniers mois, ce n'est plus possible, parce que ça marche plus. Ça marche plus d'abord pour les Françaises et les Français qui attendent, qui ont formulé une espérance. Alors que faut-il faire selon vous pour que ça marche ? D'abord, il faut se fixer des règles de vie en commun, je veux dire comme dans toute communauté de travail, donc aussi dans une communauté politique, c'est-à-dire dans une coalition. Personne ne peut s'imposer aux autres de façon intempestive, impérative et parfois un peu expéditive. Ensuite, il faut qu'on règle des désaccords qui sont des désaccords de fond que parfois on a mis sous le tapis. Travaillons sur le fond des choses. Et puis choisissons nos combats. Franchement, choisissons nos combats. Aujourd'hui, les frigos de beaucoup de Français, ils sont vides le 15. Voilà, c'est quand même ça. Ce qui doit... en fait, la question que se pose, c'est à quoi ça sert la gauche ? À quoi ça sert la gauche ? Oui. Si ça sert pas à remplir les frigos, si ça sert pas à ce que le travail paye, si ça sert pas à ce qu'on ait accès à un médecin ou qu'on vive en France, je veux dire, les gens sont en droit de se dire ça sert pas à grand chose. Et moi, je veux que ça sert à quelque chose. A porté Jean-Luc Mélenchon à la candidature à la présidentielle de 2027. Vous avez compris que ma perspective, c'est les Françaises et les Français. Ce n'est pas ça, votre perspective. C'est les Françaises et les Français et leur vie quotidienne. Ce n'est pas ça. J'aime bien quand Jean-Jacques Bombin fait les questions et les réponses. Mais non, mais ce n'est pas ça. Vous voyez, je pose la question. Oui. Oui, ce n'est pas ça. Donc vous répondez, ce n'est pas ça. Très bien. Alors, moi, je voudrais, juste avant de passer à ce que vous avez initié au groupe socialiste, et je trouve ça formidable, puisqu'il y a unanimité. Vous voyez que la fraternité et l'unanimité, ça existe dans ce pays. Mais je voudrais dire un mot, et parce que je trouve que la classe politique,
je vous interpelle vous, je pourrais interpeller c'est moi la victime au nom de tous, quoi. N'importe quel responsable politique. Pendant que nous nous déchirons en France, pendant que chacun prend des postures, il y a une femme qui s'appelle Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix en octobre. Tout le monde l'a déjà oublié. Elle est dans les geôles iraniennes. Elle est entre la vie et la mort. En ce moment, elle se bat contre la dictature des mollahs en Iran. Et qui en parle ? En parle ? Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Femme, vie, liberté. Là aussi, c'est un combat qui continue en Iran. Comme la guerre en Ukraine se poursuit, avec les inquiétudes qui sont les nôtres sur l'issue de ce conflit qui est aussi le nôtre. Il y a les Ouïghours en Chine, pour lequel nous avons reconnu, je vous rappelle, la réalité du génocide dans la dernière législature. Tout ça, ce sont en effet des causes qui parfois, face aux horreurs du monde, sont chassées par une autre actualité. Mais il ne faut jamais l'oublier, jamais cesser de se battre. Je recevais il y a pas très longtemps un collectif d'associations franco-iraniennes, justement pour que l'on continue de faire vivre cette question-là. De la même manière, je reçois à nouveau des associations impliquées lundi prochain sur la question de l'Ukraine. Ne laissons pas ces sujets dans l'ombre médiatique et en même temps laisser penser que le combat ne continue pas là-bas. Et oui, vous avez raison, cette prix Nobel de la paix paie chèrement un engagement qui là aussi est le nôtre parce que c'est l'universel, c'est notre commune humanité. La fraternité, vous parlez de fraternité. Hier soir à l'Assemblée nationale, à l'initiative de votre groupe, du groupe socialiste, absolument, a été votée une prime spéciale de 115 à 200 euros destinée aux familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Combien de familles concernées, Boris Vallaud ? Alors, ça devrait concerner 600 000 familles qui sont titulaires de minima sociaux, qui vivent sous le seuil de pauvreté, 1102 euros pour une personne seule. Et en tête quand même que les familles monoparentales, c'était moins de 10% des situations en 75. J'ai pris mon année de naissance. C'est aujourd'hui un quart des familles qui sont des familles monoparentales. Et parmi ces familles monoparentales, vous avez 83%, c'est les femmes, c'est les mamans solo. On les appelle comme ça, les mamans solo, pour lesquelles la vie est difficile. Et vous avez 40% de ces familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et les enfants de ces familles-là vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire, puisque en réalité c'est un abondement de la prime de Noël, une prime exceptionnelle qui va se greffer à la prime de Noël. De combien 115 à 200 euros selon les, les revenus selon la composition des familles, selon évidemment les revenus, entre 115 et 200 euros. Et j'ai reçu beaucoup de messages depuis hier qu'on l'a annoncé. Beaucoup de mamans de ma circonscription qui disent merci, franchement, ça va nous soulager. Avec l'accord du gouvernement. Avec l'accord du gouvernement, c'était une négociation âpre dans un acte qui n'est pas le budget, mais qui est un acte de régulation de fin de gestion. Donc c'est un acte technique. Vous savez qu'on se bat contre le budget du gouvernement par ailleurs. On a négocié cela en se disant qu'est-ce qui peut être utile aux familles dont elles peuvent prendre la mesure tout de suite, c'est-à-dire avant la fin de l'année, il y a plusieurs millions d'enfants qui vont pas avoir de cadeaux cette année. Peut-être que pour cela, il y aura un petit peu de bonheur à la fin de l'année. Boris Vallaud, juste je reviens à la marche de dimanche simplement parce que je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que le président de la République devrait être présent ? Selon vous ? C'est sa décision. Je pense que, en tout cas, il aurait sa place là. Je crois que la Première ministre a indiqué qu'elle y serait. L'ancien président de la République, François Hollande, sera là. Il y aura beaucoup de membres du gouvernement. Je sais trop ce que sont les conditions d'organisation d'un déplacement pour me prononcer à sa place, mais j'imagine qu'il y réfléchit lui-même. Bien, la loi immigration au Sénat, on voit que c'est une loi au Sénat écrite par la majorité sénatoriale de droite, puisque l'AME a été supprimée, remplacée par l'aide médicale d'urgence. L'article 3 a été supprimé, remplacé par un article, alors qui permettra à un travailleur étranger qui est actuellement en situation irrégulière de demander sa régularisation auprès du préfet. Bien, vous allez conduire le combat contre cette loi immigration, parce que vous êtes opposé à cette loi, Boris Vallaud, à l'Assemblée nationale. En particulier telle qu'elle va nous arriver du Sénat, vous avez raison. Telle qu'elle va vous arriver, malgré le fait qu'elle permette d'expulser de nombreux étrangers qui, par exemple, sont des délinquants en France. Vous savez qu'il y a déjà aujourd'hui la possibilité de le faire. Il y a plusieurs milliers
d'expulsion pour des motifs de troubles sérieux à l'ordre public qui le justifient chaque année. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, ne se prive pas pour communiquer là-dessus. Mais revenons sur ce qui a été supprimé. On a évoqué l'aide médicale d'urgence. Vous avez une tribune, il y a quelques jours, de 3000 praticiens hospitaliers qui se sont élevés contre cette suppression de l'AME. Parce qu'ils disent, de qui s'agit-il ? De publics fragiles, qui peuvent avoir des maladies chroniques, des maladies contagieuses, qui peuvent exposer des mamans qui sont en situation de grossesse avec un risque de décès de la mère. L'aide médicale d'urgence garde. Non, détrompez-vous. C'est seulement quand il y a des douleurs aiguës. Beaucoup de choses sortiront de ça. Ça veut dire qu'en réalité, nous allons aggraver des situations sanitaires, pour ceux que ça concerne au premier chef, mais aussi prendre des risques pour la santé globale de la population. Et nous allons transformer ce qui devrait être au fond de la prévention quasiment, en urgence effectivement qui viendront engorger les services, vous savez, qui sont déjà dans de grandes difficultés. L'Espagne a tenté ça en 2012. Ça n'a pas marché. Il y a eu une surmortalité, il y a eu une résurgence d'un certain nombre de maladies. Résultat, ils l'ont réinstauré en 2018. Vous savez, quand c'est la démagogie qui commande et pas la réalité des faits, on arrive à des absurdités. Il y a cette suppression de l'article 3 qui permet de la régularisation des travailleurs qui sont dans des secteurs en tension. Et ça me paraît hyper important. On ne peut pas, comme le fait la droite, passer son temps à défendre la valeur travail, et puis quand on dit, il y a des gens qui bossent, peut-être qu'on va leur faciliter la vie parce qu'ils font tourner beaucoup de nos entreprises. Les entreprises des travaux publics, les entreprises du bâtiment. Si vous allez dans les cuisines des restaurants, vous avez des travailleurs en situation régulière. Vous avez beaucoup aussi d'hommes et de femmes qui s'occupent à domicile de nos parents, de nos enfants, qui sont en situation régulière. Et vous savez la perversité du truc, c'est que parfois ils payent leurs cotisations sociales, mais on les maintient dans une vie invivable. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de les faire participer pleinement à l'économie du pays, à la solidarité nationale, en faire un levier d'intégration, parce que je crois qu'on doit mettre le paquet sur l'intégration, sur l'inclusion, je dirais même. C'est-à-dire à la fois du point de vue de celui qui arrive, par la langue, par les valeurs de la République, mais aussi de la société qui reçoit, avec l'accès au logement, à la formation, au travail, que nous soyons capables de croire dans notre capacité d'intégration et dans les valeurs de la République. Et nous avons beaucoup, et heureusement majoritairement, de belles histoires de cette intégration qui est possible. Quand, dans ma circonscription, chez moi, j'ai un gamin qui est arrivé à 16 ans, qui porte sur sa peau les traces de la migration, des cicatrices, qui nous raconte la torture, les geôles en Libye, la violence, les viols, la torture, et qui vient en France, s'inscrit dans un lycée, me dit j'ai eu le brevet, qu'ensuite il est apprenti en peinture, et qu'il participe au concours des meilleurs apprentis de France, et que son maître d'apprentissage ne peut pas l'embaucher. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un truc où on marche sur la tête ? On marche sur la tête dans ce pays. Vous parliez de... Oui, on marche sur la tête souvent dans ce pays et ailleurs, d'ailleurs. On essaie de retrouver le bon sens de la marche. Boris Vallaud, j'ai une dernière question. Vous parliez de concorde. Mais par exemple, quand le président de la République vous demande de venir le rejoindre à Saint-Denis le 17 novembre prochain, vous n'y allez pas. Vous dites, je n'y vais pas. Europe Écologie y va, le Parti communiste y va. Donc, bon, vous avez des positions un peu différentes, vous n'y allez pas. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi nous n'y sommes pas allés ? Parce que nous sommes déjà allés la première fois. Oui. Que l'ordre du jour est déterminé par... Il s'agit d'élargir le champ du référendum. Oui, mais de façon très partielle et très partiale. C'est-à-dire que c'est essentiellement pour satisfaire la droite. Quand on demande au président de la République, pouvons-nous élargir la possibilité du référendum à la taxe sur les super-profits ou sur les super-dividendes pour participer, que ces multinationales participent mieux de la solidarité nationale, du financement de nos services publics, de l'école, de l'hôpital, il nous dit non. Quand on lui dit, mais peut-être que nous pourrions consulter les Français sur la réforme de l'assurance chômage, ce que vous avez refusé de faire, il nous dit non. Écoutez, vous savez, si c'est simplement pour tenir la chandelle, il n'y a pas d'intérêt. Et puis par ailleurs, pour avoir les grands débats démocratiques, il y a le Parlement. Pas mal le Parlement. Il faut le laisser débattre. Or, la politique de la chaise vide, c'est pas nous qui n'allons pas à Saint-Denis. C'est le gouvernement qui ne vient pas sur le banc du gouvernement pour débattre du budget de l'éducation nationale. Est-ce que vous trouvez normal que le premier budget de la nation, par exemple l'année dernière, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler ? C'est un sujet hyper important qui concerne tous les Français. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement, qui est un combat que l'on peut partager avec le gouvernement. On n'en parlera pas.